Je voudrais vous montrer deux projets, enfin, deux expériences de projets très concrets, très concrètes. Oui, merci. Une en Chine et l'autre au Brésil, donc à deux pôles très, très distincts de la planète, que j'ai appelé des projets sans frontières. Donc voilà, donc c'est d'abord, je vais présenter qu'est-ce que c'est que cette stratégie urbaine au CSTB, la coopération avec la Chine, parce que c'est un projet parmi plusieurs projets. Ça, c'est un exemple. Un premier exemple, c'est la ville de Huzhong que je vais vous présenter. Et le deuxième, c'est un projet au Brésil d'une réserve naturelle, donc d'une forêt. Et je vais présenter les deux. Ces deux projets que j'ai conduits, que j'ai coordonnés, que j'ai conçus et que j'ai pilotés jusqu'au bout. Donc, en Chine, on a un contrat depuis 2017. On a fait pour faire des écocités. Donc, le CSTB fait des écocités en Chine. Pourquoi? Parce qu'il il apporte une connaissance très forte au niveau du bâtiment, que j'ai été chargée d'amener cette connaissance d'ingénieur spécialiste du bâtiment très pointu à une échelle différente. C'était un peu ma mission, pourquoi j'ai été engagée. Donc, on l'a pratiqué en Chine avec 8 écocités, c'est-à-dire une équipe d'ingénieurs, énergie, économie circulaire, l'eau, la certification, je ne sais pas encore quoi d'autre, mais toute disons l'ingénierie environnementale, oui, la biodiversité, pour les amener à réfléchir non pas sur un bâtiment, mais à une échelle territoriale. Et la Chine, c'est pas mince, c'est les échelles, c'est pas un écoquartier, c'est 150 000 habitants, 300 000 habitants, dans des ensembles qui font 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc, un enjeu important. On a donc élaboré 5 projets en 2018, 3 autres en 19-21. Ensuite, il y a eu le Covid. On a un peu ralenti. Aujourd'hui, on a 2 projets en finalisation, un à Xixian, l'autre à Anshan. Anshan, c'est la capitale de l'acier. Et je ne vais pas parler d'Anshan, mais là où on va proposer des bâtiments en acier, puisqu'on est au pied d'une scierie, et ça a du sens. Donc, c'est des villes qui sont choisies par le CSES. Nous, on travaille avec le gouvernement, c'est de la coopération, c'est le gouvernement chinois, c'est le centre d'études urbaines qui dépend du ministère de la construction, de l'urbanisme en Chine. Donc, nos interlocuteurs, notre partenaire, ce sont des gens du gouvernement. Et donc, on travaille avec eux. On forme des équipes. C'est eux qui choisissent les villes, ce n'est pas nous. Donc, on vient en répondant à leurs propositions. Donc, ils nous ont proposé des villes qui sont dans des… C'est quoi le pointeur? C'est lequel? Bouton rouge. Voilà, c'est des villes qui font… Donc, la Chine, c'est un continent. Des villes qui vont du nord au sud, c'est complètement différent. Vous avez du tropical ici, vous avez très froid ici, vous avez du désert ici. Donc, leur politique, c'est de proposer de faire des écocités qui sont un arrière-pays. Ça, c'est une politique urbaine qui est d'essayer de sortir de cette urbanisation massive sur la côte qui fait des mégapoles quasiment en continu avec des problématiques que tout le monde connaît et d'essayer de trouver, non pas déplacer les populations, ça c'est, ils essayent de faire autrement aujourd'hui, de donner de l'attractivité à des villes qui sont grandes, qui existent, qui sont déjà, où il y a du patrimoine, mais qui sont un arrière-pays. Voilà, donc pour nous, les défis étaient énormes parce qu'il fallait connaître les climats. On a une approche scientifique, partir du quel climat, quelles sont les énergies, c'est quoi qui est disponible, c'est quoi la qualité du sol, est-ce qu'il y a de sismique, est-ce qu'il y a des rivières, il y en a tous
dans chaque ville au bord d'une rivière? Est-ce qu'il y a de la pollution? Il y en a beaucoup, etc. Comment on construit? Quelles sont les habitudes? Bon, toute une série de défis, des rythmes de développement. Pour vous dire, à Montreuil, j'ai conduit un projet qui a mis 10 ans à sortir du centre-ville. Là, il nous donne 1 an pour faire la conception. Et ensuite, l'année d'après, les bulldozers sont là. Donc, c'est une autre réalité et il faut suivre. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Les ingénieurs du CSTB, ils sont épaulés par une équipe d'urbanistes que le CSTB va contracter. Donc, à chaque ville ou chaque 2 paquets de 3 villes, on appelle un urbaniste français ou un paysagiste français ou un grand urbaniste, un grand architecte qui va avoir l'expérience. C'est pourquoi ce n'est pas des jeunes, parce qu'on a besoin de l'expérience pour pouvoir répondre à un an des choses qui sont complètement dingues, de faire le... Ensuite, nous avons une démarche qui est la même que celle que j'ai appliquée dans les ateliers du ministère avant, les ateliers des territoires, qui est une approche par le local, par la co-construction, donc des ateliers de projets. Donc, il y a la coopération en Chine avec les Allemands, avec les Finlandais, avec les Anglais, avec aujourd'hui des Japonais ou Singapouriens, mais ils font des projets, ils envoient. Les Chinois, ils ont l'habitude, mais nous, on a appliqué notre méthode, la vieille méthode d'y aller, de retrousser les manches et d'y aller tous et de se mettre aux côtés des élus ou des équipes locales ou des techniciens pour essayer de travailler avec eux, de comprendre la logique de leur site, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Nous, on arrive, on ne connaît rien. Donc, il faut qu'on s'appuie sur cette connaissance locale, y compris une connaissance ancestrale qu'on va découvrir dans le dialogue, donc un grand dialogue. Et puis, ils nous donnent des petits morceaux de ville en extension et on dit, pour comprendre ce petit morceau et répondre de façon pertinente, il va falloir qu'on élargisse le regard. Donc, autre notion importante de notre méthodologie, c'est d'élargir le regard. Donc, avoir une approche multispatiale, multicritère, c'est-à-dire qu'on va avoir autour de la table plusieurs disciplines. C'est lui qui s'occupe du transport, de la biodiversité, de la culture, de la pollution de l'eau, et faire en sorte que tous ces gens-là se parlent pour faire projet. C'est ça un peu la méthode. Et ensuite, on dit, pour être simple, vous avez les démarches éco-cités dans le monde entier, éco-quartier, notamment en France, avec 24 critères par 4 domaines multipliés par 3 autres. Enfin, très compliqué quand vous avez des élus, notamment chinois, en face de vous. Vous dites, il faut faire éco-cité. On leur dit, j'ai essayé de concentrer en 4 critères pour qu'ils comprennent. Il y a 4 trucs à retenir. Et dans ces 4 trucs, il faut qu'on mette tout, c'est-à-dire d'abord la mobilité. Il faut faire du transport collectif pour diminuer les émissions à gaz à effet de serre. Il faut promouvoir des stratégies propres, bas carbone, l'énergie renouvelable. Il faut baisser les émissions. Il faut respecter les écosystèmes, donc ne pas tout détruire, préserver des ressources, faire la gestion durable de l'eau de façon la plus écologique possible. Et puis, un 4e critère qui les a beaucoup étonnés, parce qu'ils ont l'habitude de tout raser pour faire des grandes tours qui parfois sont vides, la plupart du temps sont vides, c'est de préserver les populations existantes, de garder les villages existants à l'intérieur d'un tissu urbain, ce qui pour eux c'était de l'extraterrestre, et les emplois bien sûr, et de façon à maintenir une ville vivante et de obliger l'architecture contemporaine, moderne qui va venir après, à s'adapter, à venir se dialoguer avec ce contexte existant. Ces critères sont bien évidemment compatibles avec l'AFD. Tout le monde cherche l'Agence française de financement à être financée, mais ils ont des critères aussi à eux. On est compatible avec les normes internationales, etc., avec 4 choses pour être simple et pour être efficace avec eux. 2 projets. Celui-là est le premier, c'est un projet dans l'ouest de la Chine. Et là, c'est un projet que je voudrais vous montrer parce que il résume un peu tout. Là, on est dans un cas d'adaptation au changement climatique. On est près du désert et la ville se couvre de sable
Et l'appel de la collectivité, c'est de dire on n'a plus de pluie. Est-ce que vous pouvez nous faire venir la pluie? Pas facile, pas facile de faire venir la pluie. Voilà, donc la situation, stress hydrique très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vous voyez la photo à gauche pour vous, j'ai prise de l'avion. Donc, vous êtes dans un territoire avec des kilomètres et des kilomètres de collines qui ont été déboisées parce qu'il pleuvait beaucoup et on souhaitait, puisqu'il pleuvait beaucoup, planter du riz. On a planté du riz. Il pleuvait encore un peu et puis il s'est arrêté de pleuvoir parce qu'il n'y avait plus un arbre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, en plus on n'est pas près du désert, on se retrouve avec des collines qui sont en érosion complète, il n'y a plus d'un seul arbre, il ne pleut plus. Et donc la ville qui est, celle-ci, là, la ville de Yuzhong, qui a 300 ou 400 000 habitants, elle a des collines en face, ce sont des collines comme ça, où ils plantaient du riz, ils ne poussent plus un seul arbre. Et donc, pour vivre, ils font de l'agriculture. Ça, c'est des villages. Ils font de l'agriculture dans la plaine, qui est une plaine fertile. Là, il y a une rivière qui est presque sec, affluent du fleuve Jaune, donc un grand machin. Et ils piochent dans la nappe phréatique. Il se trouve qu'il n'y a plus rien dans la nappe phréatique et que pour faire pousser des légumes, eh ben, on met beaucoup d'engrais chimiques et du coup, la nappe est aussi polluée, etc., etc. Et donc, nous, on s'est dit qu'il fallait commencer. Bien sûr, on va faire un projet urbain, c'est 10 km par 500 km de chaque côté. On va faire un projet urbain, voilà un peu le projet, en fait, il est issu de cette observation. C'est pourquoi il faut aller sur place. Si on ne va pas sur place, on ne sait pas faire du projet. En observant ces collines, on s'est dit que là, il y avait, dans ces échancrures, un peu de végétation. Et en bas de cette colline, on est allé voir, j'ai vérifié, il y a un peu plus d'arbres qui poussent. Pourquoi? Parce que c'est l'eau de pluie. Et donc, tout le projet, il va se fonder sur cette observation simple du début. Voilà la ville, voilà la rivière au sec. La ville utilise beaucoup de tours en béton, alors qu'on sait bien que c'est plus viable à cet endroit. On a été visiter les villages. Les villages, ils sont en bois. Il se trouve que le bois dure 500 ans en Chine parce qu'il est peint. Il y a beaucoup de constructions en bois, petites. Et ensuite, c'est du pisé et de la brique faite sur place. Notre projet, donc, c'est un projet qui va mettre en relation les collines qui sont au sud avec la rivière, avec de l'agriculture urbaine entre les bâtiments. Donc, c'est un rodent avec en bas des échancrures que vous avez vus des collines, on va mettre des bassins, des réservoirs d'eau. Ces réservoirs d'eau vont envoyer un petit canal jusqu'à la rivière pour que l'eau coule le long de ces canaux. Donc, ça va irriguer non seulement l'agriculture, mais ça va irriguer aussi la rivière. L'eau grise de tous ces bâtiments de la nouvelle ville qui va faire 150 000 habitants, elle va être injectée dans le canal et l'eau grise dépolluée, elle va aussi rentrer dans le circuit pour alimenter la rivière. On va renaturer la rivière, on va planter ici dans les serres qui sont à l'intérieur de l'agriculture, on va planter les plants pour reboiser cette colline. Ça, c'est une proposition qui doit être reproduite massivement. C'est-à-dire que ce n'est pas ce projet qui va permettre de faire venir la pluie, c'est massivement, il faut pouvoir planter les collines, il faut pouvoir les stabiliser et il faut pouvoir recréer des arbres. Et si on ne fait pas ça, il n'y aura plus de pluie. Donc, c'est un modèle qui doit être reproduit. Voilà. Donc, je vais passer vite. Voilà les constructions, le système des collines avec les volumes d'eau, avec les canaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces canaux existent dans les villages. Alors, eux, les Chinois, ils nous ont dit, mais vous faites des canaux comme on avait avant? Oui,
Parce qu'avant, vous avez fait intelligemment, on ne va pas inventer, mais vous êtes français, vous êtes là pour nous amener une technologie qui soit une technologie. Et vous avez une très bonne technologie. Et surtout qu'on n'a pas besoin, d'aller creuser des infrastructures souterraines avec des tuyaux. On va vous proposer la même chose, c'est-à-dire on va utiliser ces canaux dans la ville, l'écocité, simplement pour éviter la pollution, qu'on jette des bouteilles, etc. On va couvrir par un deck en bois qui va être un lieu de promenade, et on peut l'ouvrir et on peut le nettoyer, on peut intervenir, on peut faire ce qu'on veut parce que c'est facile d'accès. Voilà la stratégie hydraulique du projet. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant. Bien sûr, là, il y a un concepteur, c'est Jean-Pierre Prend-la-Décour, j'ai oublié de citer son nom, mais c'est un projet qu'on appelle d'urbanisme intégré, c'est-à-dire qu'on a intégré une solution dans le projet urbain, des solutions d'analyse de techniques environnementales, des données environnementales, la donnée hydraulique, la donnée de la pluviométrie, la donnée en plus une approche un peu culturelle, historique, de savoir comment eux ils construisent, pour ensuite inventer un système qui est un système très simple. Voilà, on prend l'eau de pluie des bâtiments, elle est en dessous, elle va directement dans une canalisation, la seule canalisation se construit, et ensuite là, vous avez le caniveau couvert par le deck. Et donc, l'eau grise du bâtiment, toutes les eaux grises du bâtiment, pareil, on va les injecter, on va pouvoir arroser, irriguer et faire en sorte que la ville se développe comme ça. On va pouvoir aussi recréer de la biodiversité, recréer une connexion. La biodiversité, elle est anéantie, quoi. Elle a complètement érodé avec tout le reste. Donc, on va pouvoir la recréer avec le reboisement massif et naturation des berges parce qu'ils avaient tout canalisé. Et donc, on va renaturer, on va recréer de la biodiversité connectée à la colline de façon à pouvoir… Et ici, le dessin est très mal fait, mais c'est de l'équipe des Chinois. Je ne vais pas dire du mal des Chinois, mais ils ne savent pas dessiner. Alors, il y a un dessin qui est horrible, mais qui montre comment on va utiliser, c'est ce qu'on a dit en atelier, ce sont des terrasses aujourd'hui. Donc, c'est des gradins. Et on va utiliser, parce que c'est totalement aride, on va utiliser les bouts des stations d'épuration pour pouvoir créer un 50 cm, 60 cm de humus. Et pour éviter que ça s'érode, on va faire du paillage et on va faire un grillage. Et ensuite, avec des bouts de bambou, on va fixer ça pour pas que ça s'en aille si jamais il y a des pluies un peu torrentielles. Donc, trouver un système pour que ce petit plan, d'abord, on va planter tout petit, ensuite, on va planter plus grand, on va au fur et à mesure reboiser. Et ça, c'était fait de façon un peu intuitive, quoi, par les ingénieurs, par des discussions avec eux, par voilà, comment on a avancé. Ensuite, on a fait des typologies. Le bâtiment, le green building, effectivement, spécialité du CSTB, le green building, 5 points. Le carbone, les matériaux écologiques qui viennent de pas loin, sinon ils ne sont pas écologiques, parce que si on va chercher du bois de très loin, même en Chine, ce n'est pas la peine. Donc, s'il n'y a pas du bois dans le coin, on ne fait pas de bois, on fait autre chose. Les toitures qui produisent des aliments et de l'énergie solaire, la gestion du déchet déchets verts et du tri en bas de chaque bâtiment, recompostage, création d'engrais qui va nourrir les toitures, et gestion de l'eau, c'est-à-dire la ville éponge. Donc, on va pouvoir, dans ces villages, dans chaque îlot, on va pouvoir ici faire de la gestion des eaux grises, faire aussi de la gestion naturelle de l'eau. Donc, on ne va pas avoir besoin de faire que du traitement. Voilà, donc aujourd'hui, ça donne ça, le deck, avec les collines au loin, que j'espère un jour seront boisées. Et puis, on va proposer avec Romain Meige, qui est spécialiste bâtiment au CSTB, de l'architecture impisée. Ici, derrière le pisé, le dernier étage, il y a des serres pour la plantation des premiers petits plants qui vont être plantés dans la colline. Donc, la population qui habite dans l'immeuble est
associés pour planter, pour reboiser la colline. Et puis là, c'est le pisé, c'est une construction contemporaine parce que leur réticence, c'était de dire, ben non, vous n'allez pas nous proposer des architectures de pauvres, on veut d'architectures de riches. Donc on dit, voilà, ça c'est une architecture qui ressemble à tout immeuble parisien qu'on voit dans les ZAC modernes. Mais voilà, c'est un pisé avec un bilan carbone excellent. Donc, bien évidemment, je vais vous épargner le bilan carbone, mais tout a été calculé et je ne vais pas vous montrer les graphiques. Donc, nous, on essaye de nous rapprocher du facteur 4, donc diviser les consommations par 4, diviser les émissions par 4, et on va jouer sur tous les tableaux. Pas seulement sur l'épaisseur du bâtiment, mais on va chercher à diminuer les émissions, on va diminuer la consommation, on va essayer de jouer sur plusieurs facteurs en même temps. Et donc, et aussi de passer des messages à la population locale et aux décideurs qui sont autour de la table, parce que c'est eux qui vont le faire. La différence du projet que je viens de présenter et de celui que je vais présenter maintenant au Brésil, c'est que le projet en Chine, on s'est arrêté à la conception et on ne sait pas ce qui va se faire. Ils ont eu un prix, on a eu un prix à Venise, à la Biennale d'architecture, un prix qui était sur un Asie-Pacifique, médaille d'or sur le développement durable et adaptation au changement climatique, mais on ne sait pas s'ils vont réaliser. On espère qu'on a tout fait pour les convaincre, pour les associer, pour les embarquer, comme on dit, et de façon à transmettre des choses très simples. Au Brésil, c'est un projet que je vais contrôler de A à Z. Avant, c'était un projet du CSTB, parce que j'y travaille toujours au CSTB, donc un projet professionnel. Ici, c'est un projet personnel. Donc, je vais profiter de tout ce que j'ai fait dans ma vie et tout ce que j'ai un peu vécu pour acheter un terrain. Vous voyez, ce terrain, c'est toute cette colline. Il fait 36 hectares de pâturage que j'ai acheté. J'ai enlevé le bœuf et on va planter une forêt. Donc, c'est ça le projet. Pour faire vite, j'ai peut-être fini le temps, mais je vais faire très vite. Vous connaissez l'Amazonie, 60% du Brésil, 20% ont déjà été coupés et elles partent en fumée, notamment depuis l'arrivée du dernier président qui a mais partent en fumée pour créer, non pas pour faire du bois. Il y a aussi du bois qui part parce que c'est du bois très précieux, mais c'est surtout pour faire des pâturages et du soja. C'est l'agro-business, la forêt amazonienne. Mais vous ne connaissez pas cette forêt magnifique qui était la forêt quand anciennement c'était le même continent avec l'Afrique et quand ça s'est divisé, il y a une forêt qui est venue d'Afrique, qui est la forêt Atlantica, qui est toute cette partie qui s'est décollée de l'Afrique, mais qui est restée. Donc, c'est 3 millions, non, 1 million 3 de kilomètres carrés qui étaient voilà. Et depuis la colonisation du Brésil par les Portugais, donc 1500 à peu près, à aujourd'hui, il ne reste plus que 12% de cette forêt. 12% dans un état dramatique de fragmentation. Et vous savez que la fragmentation, pour les animaux, pour la biodiversité, c'est la mort. Le singe ne peut pas aller traverser un champ de soja ou pour aller chercher une campagne de l'autre côté. Donc, pour la génétique, pour la biodiversité, pour la diversité des espèces, c'est la mort. Et on est dans cette situation. Donc, il y a je me suis en contact avec des ONG au Brésil. Comme je suis dans un organisme de recherche, j'ai cherché à me mettre en contact avec des chercheurs en disant « Je veux m'investir dans cette forêt, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, j'ai été… voilà, le terrain, il est ici. Donc, j'ai été chercher l'endroit et c'est à côté entre Rio et São Paulo. Donc, on est dans la plus grande espace métropolitain du pays. Et j'ai cherché un terrain qui est justement dans cette zone. Et l'idée, enfin, c'était pas de créer un nouveau fragment pour me faire plaisir, pour faire une forêt, c'est de me coller parce que il y a plein de préservatifs, il y a la station écologique de Bananal, il y a un parc national à côté, il y a beaucoup de choses de préservation. Je ne fais que me coller à ce qui existe pour augmenter la taille
de la forêt existante. Et on voit 30 hectares, 36 hectares par rapport aux enjeux, c'est rien. Donc, bah, il ne va plus avancer. Ça, c'est la station écologique. Les parties préservées de la forêt à cet endroit-là ou dans tout le Brésil, c'est parce qu'il y a du relief. C'est une forêt, c'est un hotspot de la biodiversité mondiale qui a été sanctuarisé récemment par la conférence sur la biodiversité et le GIEC. Pourquoi? Parce que sur les endroits les plus pointus et les plus hauts, bah, la forêt reste, mais tout ce qui est exploitable, c'est coupé. Donc, ce qui fait qu'on a cette fragmentation. Donc, je suis sur un terrain qui est à côté d'une ville qui s'appelle Bananal, un guarani, qui est le langage indien, ça s'appelle le fleuve tortueux. Et c'est 30, voilà, là, je vais me coller à des espaces préservés pour essayer de faire masse, pour faire bloc, pour faire donner aux animaux la capacité de venir se développer et aux arbres de se développer. Donc, je suis au bord d'une rue, d'une grande voie touristique qui va amener à cette fameuse parc national de la Bocaine, qui est un endroit où vous trouvez encore tous les prédateurs, y compris le puma. Toute l'échelle des prédateurs, mais c'est la seule réminiscence en grande taille qui est de la forêt originaire. Donc, je vais me coller à ça. Peut-être que je vais avoir un puma un jour. Pour l'instant, j'ai viré le bétail, mais c'est l'enjeu. Donc, voilà la situation. C'est des collines. Voilà, c'est un site qui m'a beaucoup. Voilà, donc on a une ville, Bananal, qui fait 11 000 habitants, qui a été anciennement, pendant l'époque la plus glorieuse du café, la capitale du café du Brésil. Très peu de personnes se sont enrichies, mais ce café, il a été fait avec le déboisement de tout ce qui est autour et la main-d'œuvre d'esclaves. Donc, le terrain que j'ai acheté, c'est un AT1, et ils ont fait ça pendant 2 siècles. Pendant 2 siècles, ils ont épuisé, bien évidemment, les esclaves, mais la terre, plus rien ne pousse, sauf une herbe qui est une plaie, qui s'appelle la grapiare, pour faire le brachiare, pour faire le bétail. Voilà, donc c'est aujourd'hui du bétail partout. Reste une ville morte, qui est une ville qui était fabuleuse à une époque, mais beaucoup de charme. Et j'ai acheté aussi parce que la vie, elle est faite de coups de cœur. Quand je suis allée visiter le site pour la première fois, il y avait une plante. Il y avait bien sûr de l'herbe partout et du bœuf, mais une plante que j'ai photographiée, qui est celle-ci. Et j'ai dit au propriétaire, qui est un créateur de bœuf, c'est quoi cette plante? Oh là là, ça c'est la fruit du loup, le loup, il faut le couper. Pourquoi il faut le couper? Parce que le bœuf le mange et le bœuf meurt. Le fruit du loup, le loup, ce loup que vous voyez, c'est le loup guara, qui est le symbole du Brésil. Il est en extinction. Parce que pour faire du bœuf, on a coupé la plante qui lui est essentielle pour vivre. Parce que cette plante produit une espèce de tomate grosse comme ça. Et lui, pour vivre, il a besoin de cette tomate parce que c'est vermifuge. Et cette pauvre bête, elle ne vit pas dans la forêt atlantique, elle vit dans le biome d'à côté, mais le biome d'à côté, c'est déjà du bœuf. Il n'y a plus rien, on a coupé son alimentation. Et sur mon terrain, il y en a quelques-unes de ces plantes. Et donc, la réserve, c'est une réserve privée du patrimoine naturel, une réglementation brésilienne. Donc, on peut créer des réserves privées. Et donc, je m'engage simplement, elle est éternelle, elle est perpétuelle. Donc, je vais transmettre à mes enfants une forêt qu'ils ne pourront pas toucher et qui sera le royaume du loup et du fruit du loup, parce que j'ai interdit de couper ce fruit du loup. Et je vais faire une collection d'arbres fruitiers qui vont nourrir aussi tout le reste de la faune. Et ça, c'est un peu le... J'ai acheté du terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va planter, ce sont des ONG. Vous avez parlé à un moment donné, c'est des gens qui ont de l'argent pour polluer ailleurs. Donc, ils vont reforester.
et ils vont gérer la forêt, mais je serai à côté pour veiller à ce qu'elle soit hyper bien faite. Voilà, c'est les images. Donc voilà, c'est un projet engagé, un projet militant, comme j'ai toujours été dans tous les autres projets, mais aujourd'hui, je le fais pour mon propre compte. Merci à tous. Bon, mais écoute, vraiment, je voudrais te féliciter, non pas seulement pour la présentation, mais pour tout le travail que tu as fait en Chine. Tu sais que ça me tient à cœur et je trouve que c'est magnifique. Et puis surtout, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ton projet au Brésil et j'espère avoir la chance de le voir. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc, encore merci.